Tutoriel numéro 12.1 Les fichiers bonus, première partie. Les 12 fichiers appelés bonus ne sont pas une nouveauté. Dès la première version du logiciel, ils ont servi de modèle pour créer des fichiers pour des individus œuvrant dans différents domaines. On voulait ainsi démontrer que les fichiers de généalogie pouvaient contenir d'autres sortes d'individus que seulement les membres d'une lignée familiale. En effet, des groupes d'individus existent, basés plutôt sur la profession, la spécialité ou même la célébrité de leurs membres. Mais rien n'empêche de doter ceux-ci de certains détails généalogiques si on le juge à propos. C'est même ce qui peut créer un intérêt accru pour la généalogie. Les 12 fichiers bonus ont donc tout d'abord été placés dans l'espace qu'on utilisait à l'époque pour tous les fichiers. Mais depuis l'ajout de tous les autres groupes du système auxquels sont rattachés les fichiers, eh bien, l'idée de placer les fichiers bonus dans un groupe spécial semble avoir été adoptée par la majorité des utilisateurs. Récemment, nous avons donc nous-mêmes choisi de les placer dans le groupe intitulé 1 zone libre que vous voyez ici, vous laissant ainsi le choix de les placer ailleurs si vous le désirez. Notez qu'en principe, le groupe 1 zone libre a été créé dans le but de contenir temporairement des fichiers, en attendant de pouvoir les assigner à un groupe en particulier. Par exemple, c'est dans ce groupe-ci qu'on placera temporairement un nouveau fichier provenant de l'extérieur du système et qui n'a pas encore été traité ou évalué. C'est aussi dans ce même groupe que sera automatiquement placé un fichier dont le groupe aura été supprimé pour une raison ou une autre au cours d'une session. Nous nous servirons donc des fichiers bonus pour vous montrer comment on peut transférer des fichiers de ce groupe au groupe qui correspond le mieux possible à la personnalité des individus qu'ils contiennent. Commençons donc par les deux fichiers que vous voyez ici, gouvernement Charest et gouvernement Harper. Selon toute évidence, ils ne peuvent pas contenir d'autres sortes d'individus que des fameux politiciens. Alors, pourquoi ne pas les placer dans le groupe intitulé « Politiciens par pays » ? N'est-il pas intéressant pour vous de connaître en temps réel l'âge de vos députés? Ainsi, vous saurez s'ils s'assagissent à mesure qu'ils vieillissent. Et quand cela est possible, n'est-il pas intéressant de connaître des détails sur leurs conjoints et les membres de leur proche famille à cause de l'influence que ceux-ci peuvent exercer ou non sur les politiciens en question? Le fichier gouvernement Charest contient 128 députés, comme vous voyez, qui font partie du gouvernement de la province de Québec, ou plutôt qui ont fait partie du gouvernement de la province de Québec, alors que Jean Charest agissait comme premier ministre. Quant au gouvernement Harper, il ne contient que 81 députés. C'est qu'il s'agit des 81 députés qui viennent de la province de Québec et non pas de tous les députés de tout le Canada en entier. Donc, ces députés font partie du gouvernement fédéral alors que Stephen Harper agissait comme premier ministre. La procédure est assez simple. Cliquons tout d'abord sur l'option Modification des fichiers, puis sur le premier des deux groupes que nous voulons transférer et cliquons sur le bouton numéro 4, Déplacer vers.
c'est-à-dire vers le nouveau groupe. Alors, nous avons ici la liste des groupes. Alors, c'est assez facile de trouver celui qui nous intéresse. C'est celui-ci, politicien par pays. Alors, en cliquant sur ce groupe, automatiquement, le fichier est transféré. Cliquons maintenant sur le deuxième, celui-ci, puis sur le bouton numéro 4 pour le déplacer vers le nouveau groupe. Cliquons encore sur politicien par pays, et voilà, c'est déjà fait. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas à cette étape-ci que se trouvent les difficultés. Maintenant, allons dans le nouveau groupe pour voir si les fichiers ont bien été transférés. Je clique ici sur la barre jaune pour avoir la liste des groupes. Et ici, nous avons politiciens par pays. Et pour voir les fichiers que ce groupe contient, il faut faire un double clic, puisque nous sommes actuellement dans l'option modification des fichiers. Sachez que si nous étions dans l'option transfert à l'interface, un seul clic suffirait pour voir les fichiers en question. Mais cette fois-ci, je dois faire un double clic. Et voilà, les deux fichiers sont bien là. Gouvernement Charest, 128 députés, et gouvernement Harper avec seulement 81 députés, soit seulement ceux qui viennent de la province de Québec et non pas ceux qui viennent des autres provinces. Mais nous constatons que les noms des deux nouveaux fichiers sont écrits différemment de tous les autres fichiers qui sont déjà là dans le groupe en question. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, nous voyons qu'il y a des codes qui précèdent la partie finale des noms de chacun de ces fichiers. Ces codes représentent des informations importantes sur les politiciens en question. Informations que nous ne pourrions pas avoir si nous utilisions toujours des noms aussi longs que, par exemple, gouvernement. Alors, comment pouvons-nous incorporer des codes dans les noms de ces deux nouveaux fichiers, par exemple? À cet effet, y en a-t-il un parmi ces nouveaux fichiers qui pourrait nous servir de modèle? J'en vois un ici, puisqu'il contient le sigle du même parti politique que le gouvernement Charest. Alors, je vous donne une brève définition de chacun de ces codes. L'ensemble CA-QC est le code officiel ISO pour la province de Québec. On voit très bien le code CA pour le Canada et le code QC pour la province, qui est une subdivision du Canada. Ensuite, le signe égal est le séparateur qui doit être utilisé devant le sigle de tout parti politique. C'est une façon de distinguer facilement qu'il s'agit bien d'un parti politique. Ensuite, nous avons le code GV, qui est une abréviation pour gouvernement. Cela signifie deux choses. Premièrement, que le parti qui précède, c'est-à-dire ici le PLQ ou Parti libéral du Québec, est le parti qui est au pouvoir, c'est-à-dire le parti qui forme le gouvernement actuel. Ensuite, le nom qui suit est le nom de famille du premier ministre au moment où le parti en question est au pouvoir. En changeant le nom du premier ministre, c'est donc un très bon modèle pour le gouvernement Charest, sur lequel je clique. Et ensuite, je clique sur le bouton numéro 5 pour le renommer. Ici, j'enlève tout simplement le nom gouvernement et je le remplace par les codes en question. Ici, je corrige seulement le dernier code que j'abrège en seulement 2 lettres. Cela devrait suffire. Et je clique sur OK.
Nous allons voir le résultat. Voilà, les deux noms apparaissent d'ailleurs l'un par-dessus l'autre. Vous voyez qu'ils sont identiques et représentent les mêmes informations. Nous allons procéder de la même façon avec le gouvernement Harper. Je clique tout d'abord sur ce fichier, puis sur le bouton numéro 5 pour le renommer. J'enlève le nom gouvernement devant le nom de famille Harper et je le remplace par les codes habituels. Cependant, je vais faire quelques changements dans les codes puisqu'il s'agit du Canada et non pas de la province de Québec. Je vais donc enlever le trait d'union et QC pour ne garder que le code CA pour le Canada. Ensuite, j'ai le signe égal qui est le séparateur devant un parti politique et cette fois-ci, je dois changer PLQ qui signifie Parti libéral du Québec. Je vais le remplacer par le PCC, qui est le Parti conservateur du Canada, puisqu'il s'agit vraiment d'un parti politique au niveau du gouvernement fédéral. Alors, je vais donc changer ce nom pour PCC. PCC, Parti conservateur du Canada. Ensuite, j'ai le code GV qui signifie gouvernement. Donc, c'est le Parti conservateur du Canada qui était au pouvoir à ce moment-là. Et le premier ministre était M. Stephen Harper. Voilà, c'est complet et je clique sur OK. Vérifions le résultat. Le gouvernement Charest est ici avec 128 députés québécois et le gouvernement de Stephen Harper est ici avec 81 députés qui proviennent de la province de Québec. Donc, ce qui n'inclut pas, évidemment, les politiciens qui viennent des autres provinces. Nous sommes ici au niveau du fédéral du Canada. Retournons maintenant à nos 12 fichiers bonus, ou plutôt à nos 10 fichiers, puisque nous venons tout juste de transférer 2 fichiers dans le groupe des politiciens du Canada. Alors, commençons par cliquer sur la barre jaune afin de revoir la liste des groupes écrits en lettres majuscules. Et cliquons sur le groupe Zone libre qui contient nos fichiers bonus. Évidemment, ici, nous devons faire un double clic car nous sommes dans l'option modification des fichiers. Il faut s'en souvenir. Alors, voici la liste des 10 fichiers bonus qui nous restent à transférer. Commençons par en choisir 3. Ici, nous avons Jules Verne, Opéra Mania et Paul Gauguin. Jules Verne, c'est un auteur de science-fiction très connu, comme vous le savez. Paul Gauguin aussi, lui, c'est un peintre. Et enfin, nous avons un fichier intitulé Opéra Mania, qui contient évidemment des chanteurs d'opéra, des chefs d'orchestre, des metteurs en scène, enfin, toutes sortes d'individus qui peuvent contribuer à la production d'un opéra. Mais qu'est-ce que ces 3 fichiers peuvent avoir en commun? Eh bien, ils sont des artistes, vraisemblablement. Alors, c'est donc dans le groupe artistes que nous allons transférer ces 3 fichiers. Alors, c'est très simple. Nous cliquons sur le premier ici, puis sur le bouton numéro 4, déplacer vers, et nous choisissons le groupe des artistes. En plus, nous allons avoir les prestations de ces artistes. C'est très intéressant.
Alors, cliquons sur ce groupe et voilà, c'est déjà fait. Alors, allons voir le suivant. Le suivant, c'est Operamania. Alors, nous cliquons dessus, puis sur le bouton numéro 4, déplacer vers, et sur le groupe artiste. Et voilà, c'est déjà fait. Ensuite, le dernier, Paul Gauguin. Nous cliquons sur le numéro 4 et sur le groupe artiste et c'est déjà fait. Maintenant, allons voir dans le groupe artiste si ces fichiers ont bien été transférés. Alors, je clique sur la barre jaune et je fais un double clic, comme vous le savez. Il ne faut pas oublier que quand nous sommes dans l'option modification des fichiers, il faut faire un double clic sur le groupe pour l'ouvrir et voir les fichiers qu'il contient. Alors, je fais un double clic. Et ici, comme nous n'avons pas spécifié dans quel fichier les individus devaient être transférés, il faut cliquer sur le bouton Tous. Et alors, nous allons revoir nos trois fichiers. On les a ici, Operamania, Paul Gauguin, et puis Jules Verne ici, en haut, Jules Verne. Commençons par Jules Verne. Il s'agit d'un fichier alors qui contient plusieurs individus, donc en somme tous les membres de la famille de Jules Verne. Pardonnez-moi, j'aurais dû dire les membres connus de sa famille. Mais un fichier de 58 individus a quand même une certaine importance. Ce qui veut dire que nous avons le choix. Ou bien nous conservons ce fichier tel quel, avec ce nom-là, ou bien nous lui donnons un nom plus général, ce qui permettrait d'ajouter d'autres auteurs dans le même fichier. C'est cette dernière solution que je privilégie aujourd'hui. Je vais donc renommer le fichier Jules Verne en utilisant le bouton numéro 5 et je vais lui donner le nom suivant dans la petite case. Science, trait d'union fiction et entre parenthèses auteur. Qu'en pensez-vous? Je peux donc facilement ajouter d'autres auteurs de science-fiction dans le même fichier. Je clique donc sur OK et je vais voir ce que ça donne dans le concret. Évidemment, comme les noms sont par ordre alphabétique, je dois donc cliquer sur la flèche rouge pour retrouver le nouveau nom à la page suivante. Le voici, Science, trait d'union fiction et entre parenthèses auteur. Pour transférer ce fichier à l'interface, je dois tout d'abord mettre en vigueur l'option Transfert à l'interface et alors un seul clic suffit pour transférer le fichier. Alors, vous reconnaissez ici Monsieur Jules Verne, cet auteur très connu et très célèbre de science-fiction. Il est né en 1828 à Nantes et il est décédé en 1905 à Amiens. Son épouse s'appelait Honorine de Viane et ses parents, Pierre Verne et Sophie Allotte de la Fuye. Si je clique sur le bouton Liste des individus, j'obtiens la liste de tous les individus inclus dans ce fichier avec leur date de naissance, le nom des parents, par les pères, par les mères et les dates de décès et les dates d'union avec les noms des conjoints.
Mais ce que je veux surtout vous montrer ici, c'est que je peux cliquer sur ce bouton intitulé Interface vide et alors je pourrai remplir l'interface avec d'autres individus ou d'autres auteurs de science-fiction, puisque nous sommes à l'intérieur d'un fichier qui s'appelle science-fiction. Et grâce à ce logiciel de généalogie, nous pouvons donc créer un arbre généalogique pour chacune des lignées familiales incluses dans le fichier. Retournons maintenant à notre point de départ qui est la page des fichiers. À cet effet, nous venons d'installer dans l'entête permanent un nouveau bouton coloré en jaune qui permet d'accéder directement à la page des fichiers. Alors nous cliquons sur ce bouton. En arrivant dans cette page, nous constatons que c'est l'option Transfert à l'interface qui est actuellement en vigueur. C'est normal puisque c'est l'option par défaut, celle qui est le plus souvent utilisée. Il faut en effet transférer un fichier à l'interface afin de pouvoir en tirer profit. Quant à l'option modification des fichiers, c'est plutôt une option de maintenance car elle permet de changer la forme ou le statut des fichiers. Nous allons maintenant aller visiter le deuxième fichier bonus que nous avons transféré. Il s'agit du fichier du célèbre peintre Paul Gauguin qui contient déjà 66 individus. Cet artiste, semble-t-il, aimait beaucoup les femmes puisqu'il en a eu 8. Je vous les montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Nous avons donc le choix, encore une fois, de conserver ce fichier tel quel ou de changer son nom pour un nom plus général afin de pouvoir ajouter d'autres artistes peintres dans le même fichier. Or, le fichier suivant, peintre et sculpteur, que vous voyez ici, a un nom qui pourrait très bien convenir. Qu'en pensez-vous? Évidemment, on ne peut pas avoir deux fichiers qui portent le même nom. Mais celui-ci pourrait très bien être supprimé vu qu'il ne contient aucun individu. C'est ce que nous allons faire en cliquant sur le bouton numéro 6 ici, supprimer. Alors, on nous demande la permission, évidemment, et nous cliquons sur oui. Alors, nous sommes libres maintenant de renommer le fichier Paul Gauguin en cliquant sur le bouton numéro 5 et en lui redonnant un nouveau nom qui sera le suivant. Peintre et sculpteur. Et nous cliquons sur OK. Voilà, c'est fait. L'ancien fichier Paul Gauguin s'appelle maintenant peintre et sculpteur et il contient 66 individus dont l'artiste peintre Paul Gauguin lui-même ainsi que sa famille. D'ailleurs, nous allons rechoisir l'option par défaut pour transférer le fichier peintre et sculpteur à l'interface. Voici la dernière photo connue de l'artiste peintre Paul Gauguin. Il est né en 1848 à Paris. Il est décédé en 1903 dans la commune de
Tuona sur l'île Iva-OA dans les îles Marquises en Polynésie française. Il a aussi été connu pour les nombreuses épouses qu'il a eues dans sa vie. J'en profite donc pour vous montrer comment on peut voir les autres unions quand il y en a plus que deux qu'on peut voir à l'écran. On doit cliquer sur la flèche rouge que vous voyez au centre de la page, comme ceci. Et voilà, nous en avons 4 que nous pouvons voir, mais dans le cas de Paul Gauguin, nous savons qu'il y en a 4 autres. Alors à ce moment-là, il faut utiliser la barre coulissante à droite pour voir les 4 autres. Sa première épouse s'appelait Mette Sophie Gad et elle était danoise. La deuxième était française et elle s'appelait Juliette Huet. Les autres étaient des filles des îles, car on sait que Paul Gauguin a bien aimé la Polynésie française et l'on comprend maintenant pourquoi. Paraît-il, il y en a même qui l'ont appelé Paul Coquin au lieu de Paul Gauguin. Puisque nous sommes dans un tutoriel, j'en profite pour vous dire que les enfants sont toujours attachés à chacune des unions. Donc, pour les voir, il faut cliquer sur le bouton rouge intitulé « Enfants » dans chacune ou plutôt dans chacun des cadres représentant une union. Quant à Paul Gauguin, il a quand même eu 6 enfants, mais tous de la première épouse, soit avec Mette Sophie Gad, qui était danoise. D'ailleurs, 2 de ses enfants ont aussi été des artistes réputés au Danemark, soit Jean-René et Paula Gauguin. Pour revenir à la page principale, il faut tout d'abord faire remonter la barre latérale comme ceci et ensuite on clique sur la flèche bleue au centre de la page pour revenir complètement à la page principale qui inclut les 2 premières unions dans l'image. En cliquant sur le bouton Notes, on peut voir que Paul Gauguin a eu 2 autres prénoms au baptême, mais soit Eugène et Henri, mais ces prénoms n'ont jamais été utilisés que l'on sache. On voit aussi que Paul Gauguin est décédé d'une crise cardiaque après une trop forte dose de morphine. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir les autres notes si vous le désirez. Il y a un autre grand artiste qui est enterré dans le même cimetière que Paul Gauguin, soit à Atuona, dans les îles Marquises. Il s'agit du chanteur Jacques Brel. Ce dernier est décédé le 9 octobre 1978 à l'hôpital Avicenne à Bobigny, près de Paris. Et c'était sans doute son désir le plus cher d'être enterré dans les îles Marquises, qui étaient devenues presque sa seconde patrie. D'ailleurs, son dernier album s'est intitulé « Les Marquises ». Retournons maintenant à la page des fichiers en cliquant sur le bouton jaune.
Il nous reste à visiter le dernier des 3 fichiers bonus que nous avons transférés au groupe des artistes. Il s'agit du fichier Operamania qui contient 230 individus. Mais cette fois-ci, nous ne ferons aucun changement sur le nom du fichier qui doit être maintenu tel quel dans le groupe artiste. C'est que ce nom se réfère aussi aux vedettes du monde de l'opéra qui ont été répertoriées par un groupe spécifique d'amateurs d'opéra. Cette fois-ci, nous n'utiliserons pas l'option modification des fichiers. Tout au plus, pouvons-nous vous montrer ce qu'on entend par prestation dans le titre du groupe artiste. Un clic suffit pour transférer ce fichier dans l'interface. Voici un premier artiste qui est inclus dans le fichier. Il s'agit de Roberto Alagna, un ténor très connu et apprécié. Il est né le 7 juin 1963 à Clichy-sous-Bois, près de Le Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, Île-de-France, en France. Il est donc bien français, comme vous pouvez le voir, même si ses parents étaient d'origine sicilienne. Comme il a eu 3 épouses, je clique immédiatement sur la flèche rouge qui me permet de vous montrer les 3 unions en même temps, dans la même page. Sa première épouse a été Florence Lancien. Mais malheureusement, elle est décédée en 1993, soit durant l'année qui a suivi son mariage. Cependant, avant son décès, elle a eu le temps d'accoucher d'une fille et je vous la montre à l'instant en cliquant sur le bouton « Enfant ». Elle s'appelle Ornella Alagna, évidemment, et elle est née en 1992. Alors je clique sur la flèche bleue pour retourner à la page principale. Et nous voyons ici qu'il y a une case rouge dans la colonne des critères. Cela veut dire que la date de naissance de Florence Lancien est approximative. Et on nous indique pourquoi dans la note que nous allons voir à l'instant. C'est qu'elle a été obtenue par calcul, car on sait qu'elle est décédée en 1993 à l'âge de 28 ans. Alors je ferme la note. Et l'on voit qu'il y a aussi une note semblable pour la date du mariage qui a été estimée par rapport à la date du décès qui a eu lieu durant l'année qui a suivi cette date. Alors c'est très facile à comprendre. Le cordon qui entoure cette union signifie que c'est cette union-ci qui est l'union active. C'est pourquoi Florence Lancien apparaît dans le cadre de la conjointe de Roberto Alagna en ce moment-ci. Cependant, si je clique sur le bouton de la deuxième union, vous voyez que le cordon a changé de place, qu'il entoure maintenant l'union numéro 2 et que Angela Gheorghiu apparaît maintenant comme étant la conjointe de Roberto Alagna. Angela est une soprano célèbre de calibre international. Elle est née le 7 septembre 1965 à Adjud, dans le sud-est de la Roumanie. Les 2 artistes se sont épousés le 26 avril 1996 à New York,
probablement à la suite d'une représentation dans laquelle ils ont été ovationnés au Metropolitan Opera de New York. Mais on voit ici par les deux boutons jaunes SP et DI qu'ils se sont séparés et ensuite qu'ils ont divorcé. Allons voir s'il y a des notes à ce sujet en cliquant sur l'un des deux boutons jaunes. Alors, on voit en effet qu'ils se sont séparés en 2009 et qu'ils se sont réconciliés en 2011 et ensuite qu'ils ont finalement divorcé en 2013. Il faut vous dire que ces deux artistes, même s'ils paraissaient très unis dans leur duo d'amour à la scène, avaient quand même de fortes personnalités et qu'ils étaient tous les deux au sommet de leur carrière. Donc, ils étaient souvent engagés dans assez loin de l'un de l'autre, de sorte que ils ont souffert de ne pas être souvent ensemble. C'est du moins ce qu'ils ont dit pour expliquer leur séparation. Mais ils sont quand même restés ensemble 13 ans, de 1996 à leur première séparation en 2009. Et ils ont quand même tenté de se réconcilier en 2011, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas en si mauvais termes. Mais l'important ici, c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfants, de sorte que personne d'autre qu'eux-mêmes ont pu souffrir de leur divorce. Pour revenir à la page principale, je clique sur la flèche bleue, puis une autre fois sur la flèche bleue. Voilà, nous sommes revenus à la page principale et nous sommes prêts à visiter la troisième union. Je clique donc sur le bouton de la troisième union en bas de la page et vous voyez que la troisième épouse, soit Alexandra Kursak, apparaît maintenant dans le cadre voisin de celui de Roberto Alagna. J'en profite pour vous faire remarquer qu'il y a des flèches en dessous de la photo d'Alexandra. En cliquant sur ces flèches, on peut voir les autres photos. Et ici, il y a une petite case à gauche de la caméra et en cochant cette petite case, comme ceci, eh bien, cette photo deviendra la photo par défaut, c'est-à-dire celle qui apparaîtra partout où une photo sera nécessaire dans les différents modules. Alexandra est également une soprano de réputation internationale. Suivez mon pointeur à l'écran. Elle est née le 7 août 1977. Par sa date de naissance, on constate qu'elle est de 14 ans plus jeune que Roberto qui est né en 1963. Mais il y a ici une grande différence par rapport à l'union précédente. En effet, si je clique sur le bouton « Enfant » dans le cadre de cette union, on constate qu'une fille nommée Malena Alagna est née le 29 janvier 2014. Et si je clique sur le bouton, plutôt la flèche bleue que vous voyez ici, pour retourner à la page principale, on constate aussi que les deux artistes se sont épousés le 16 novembre 2015, soit un an après la naissance de Malena. Ce fut apparemment une décision sage, car malgré les exigences de leurs carrières respectives, les deux artistes semblent maintenant avoir une vie de couple réussie, ce qui est de bon augure pour leur fille Malena. Roberto Alagna a donc maintenant deux filles, soit Ornella, qui a maintenant 32 ans en date de la présente vidéo, et avec laquelle il chante souvent en duo,
Et la toute dernière, qui s'appelle Malena et qui vient d'avoir 10 ans. Celle-ci aura donc de qui tenir puisqu'elle aura comme parents deux artistes accomplis. Cliquons maintenant sur ce bouton rouge pour accéder aux notes de Roberto Alagna. Ces notes peuvent contenir beaucoup de détails, comme vous voyez, mais aujourd'hui, je dois me limiter au volet intitulé Archives, écrit en rouge, et qui peuvent contenir des photos, des vidéos, des audios, des documents écrits, et des liens pour accéder à l'Internet en ce qui concerne les prestations de Roberto Alagna. Notez que ces sections d'archives sont utiles non seulement pour les artistes, mais aussi pour chacun des individus de vos propres fichiers personnels. Songez à tous les souvenirs que vous pouvez conserver grâce à ces sections d'archives. En bref, les signes plus que vous voyez ici sont des boutons qui permettent d'ajouter des documents dans chacune de ces sections. Quant aux carrés verts, ils indiquent qu'il n'y a pas encore de documents enregistrés dans la section. Et dès qu'un document est enregistré dans une section, le bouton devient rouge. C'est donc sur le bouton rouge qu'il faut cliquer pour accéder au document en question. Actuellement, seulement 2 sections contiennent un carré rouge. Cela veut dire que ces 2 sections contiennent des prestations de Roberto Alagna. Mais quand on veut enregistrer des vidéos, laquelle des 2 sections est-il préférable d'utiliser? C'est une question importante et je crois qu'il est utile d'en parler dans ce tutoriel. En effet, la section vidéo permet d'enregistrer une vidéo dans l'ordinateur, ce qui nécessite évidemment beaucoup d'espace disque, alors qu'un lien vers l'Internet, que vous voyez ici, permet d'accéder à une vidéo directement dans l'Internet sans utiliser d'espace disque. Il est évident que ce système de lien est commode et permet d'accéder à beaucoup plus de vidéos, mais il faut savoir que les vidéos sur Internet peuvent disparaître rapidement sans même qu'on le sache. Donc, si une vidéo est précieuse pour vous, il vaut mieux alors l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur. De plus, s'il ne s'agit que d'un court extrait d'une vidéo beaucoup plus longue, c'est évidemment dans la section vidéo que vous devrez l'enregistrer. Voici un exemple de prestation par le ténor Roberto Alagna. Il s'agit d'un duo d'amour avec sa seconde épouse, Angela Gheorghiu, extrait de l'opéra La Bohème de Puccini. Comme il est enregistré dans la section vidéo, celle-ci, je clique donc sur le carré rouge de cette section. Et je dois faire un double clic pour ouvrir ce fichier.
je suis désolé de vous couper ainsi cet extrait dans le meilleur, mais nous ne sommes que dans un tutoriel et je me dois de vous montrer aussi une prestation avec sa troisième épouse qui s'appelle Alexandra Kurzak. À cet effet, je vais plutôt utiliser la section lien vers l'Internet et je vais cliquer sur le titre suivant. Par ses parents, Merci beaucoup. chantés en duo ce soir. À la Lou de la Luna. Alexandra Kurzak et Roberto Alayo. Et c'est ainsi que se termine le tutoriel numéro 12.1 qui portait sur les 5 premiers fichiers bonus inclus d'avance dans le système.
Si vous voulez voir les URL de ces fichiers, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton jaune ici. Et ensuite, si vous voulez les occulter de nouveau, vous n'avez qu'à recliquer sur le même bouton. Quand vous enregistrez une vidéo, sachez que la date et l'heure s'inscrivent automatiquement, ce qui est très pratique. Mais si vous voulez rechanger la date une autre fois, vous n'avez qu'à cliquer et vous allez voir un petit calendrier, et grâce à ce calendrier, vous pourrez rechanger la date au besoin. Vous avez deux boutons ici pour aller indépendamment sur Google ou bien non sur YouTube. Par ces flèches, vous pouvez voir les titres de haut en bas ou de bas en haut. Pour rechercher un titre en particulier, vous n'avez qu'à inscrire une partie du titre dans la case que vous voyez. Par exemple, j'écris ici « Minuit » pour « Minuit chrétien » et je tape deux fois sur « Entrée ». Et voilà, le titre apparaît ici en premier. Cependant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet des vidéos qui disparaissent de l'Internet sans qu'on s'y attende. Par exemple, si je clique sur ce fichier, vous allez voir ce qu'on nous dit. Vidéo non disponible. Cette vidéo n'est plus disponible car le compte YouTube associé a été clôturé. On ne sait pas pourquoi, mais il faut vivre avec ce système. Je crois que c'est un détail important à connaître. Par exemple, dans le cas de Minuit chrétien, si je voulais le conserver, j'aurais dû l'enregistrer sur mon disque dur. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à voir le tutoriel numéro 12.2 pour savoir ce qu'on peut faire avec les autres fichiers bonus. À bientôt!